Donc d'abord, on va le produire, ce boson de Higgs. Donc l'outil qu'on a utilisé, c'est le Large Hadron Collider. Alors Collider, c'est un collisionneur. Juste pour vous dire qu'on a un autre... Alors collisionneur, c'est des faisceaux de protons tout petits qui font quelques microns en dimension transverse qu'on collisionne. Il faut sacrément bien viser. Il y a une façon plus sympa de créer des collisions de particules, c'est prendre un gros bloc de quelque chose qui est fixe et de balancer dessus un faisceau. Là, il n'y a pas besoin de bien viser, c'est cool. Le problème, c'est que l'énergie qui est disponible dans une collision sur cible fixe, c'est proportionnel à la racine de l'énergie du faisceau, alors que dans une collision frontale de deux faisceaux, c'est égal à la somme des deux énergies des deux faisceaux. Donc c'est super plus favorable de faire un collisionneur. Donc celui-là, c'est un collisionneur. C'est un anneau qui est installé dans le tunnel du LEP. Alors ça, c'est le C, c'est le collider de Large Hadron Collider. L'anneau en question, vous voyez le tunnel ici, il fait 27 km de circonférence. Avant, il y avait le LEP dedans, maintenant c'est le LHC. Il est à peu près à 100 mètres sous terre. Là, c'est la frontière franco-suisse. D'un côté, il y a le Jura. De l'autre côté, il y a les Alpes. Là, il y a le lac Léman. En gros, on a pris le plus grand qu'on pouvait faire à caser entre les montagnes et le lac. C'est comme ça que 27 km, c'est là que ça vient. Donc c'est large. Et puis, c'est deux faisceaux de protons. Donc les protons sont des hadrons, en jargon de physicien, d'où le hadron. Et puis accessoirement, on accélère des fois aussi quand on s'ennuie. Non, c'est pas vrai. Pour faire un autre type de physique, on accélère des ions plomb qui sont aussi des hadrons. Alors, ça vous l'avez fait. Hein. Donc, il y a deux composantes de champ qu'on utilise dans un collisionneur. C'est les deux composantes, utilisées par la force de Lorentz. C'est donc pour une particule chargée de charge Q, QE, la force due au champ électrique, et puis QV vectoriel B, la force due au champ magnétique. Alors d'abord les champs accélérateurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des cavités accélératrices qu'on ces têtes-là, qui sont des cavités résonantes dans lesquelles on crée un champ. Alors là, ce que vous avez, c'est le voltage, enfin la RF, la radiofréquence, en fonction du temps, d'accord. On crée des ondes qu'on peut choisir stationnaires dans ces cavités résonantes. Et comment ça se passe? Les particules arrivent, et puis celles qui arrivent en retard, là, elles vont ressortir un champ plus élevé. Celles qui sont arrivées en avance, elles vont ressentir un champ moins élevé. Donc à la fois, ça les accélère et ça leur communique de l'énergie. Et à la fois, ça les regroupe en paquets. Donc dans des cavités RF, on va faire deux choses. On va mettre les protons par paquets de protons. Ce n'est pas un faisceau continu dans le LHC. Hein. Et à la fois, on leur donne de l'énergie. Le gain en énergie, il est apporté par les cavités radiofréquences. Dans le cas du LHC, l'accélération, c'est pas de 0 à l'énergie qu'on utilise de 7 TeV, là par exemple, c'est de 450 GeV, on va en reparler, à 7 TeV, et ça c'est fait par 8 cavités radiofréquences qui ont un champ pulsé à 400 MHz. Alors c'est important le 400 MHz parce que c'est ça qui va dire tous les combien on peut avoir un paquet dans la machine et dire donc combien de protons on peut avoir dans la machine. Ça, c'était pour l'accélération, donc le gain en énergie. Maintenant, pour la courbure, pour faire tourner une particule, bon, QV vectoriel B, vous le savez, c'est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une relation entre l'impulsion dans le plan transverse au champ et le champ, le rayon de courbure, la charge. En gros, P transverse, c'est 0,3 Q béro, quand B est en Tesla, Q en charge élémentaire, et ρ en, je ne sais plus quoi, mètre. Ρ, là, il est fixé par le tunnel, c'est le rayon de courbure, d'accord? Donc ça, c'est fixé par le tunnel que j'ai. 0,3 c'est donné, Q c'est la charge des protons, c'est 1, une charge élémentaire. Ça veut dire que pour avoir P le plus grand possible, l'impulsion transverse le plus grand possible, bah, je dois avoir B le plus grand possible. Donc le plus gros challenge pour le LHC, ça a été de faire des aimants qui donnent le plus de champs possible. En l'occurrence, vous voyez là, c'est des aimants dipolaires, hein, vous voyez là la section des deux aimants dipolaires pour chacun des deux faisceaux, un qui tourne dans le sens horaire et un qui tourne dans le sens anti-horaire. Puis voilà. Hop. Alors, donc, c'est les dipôles, ça a été le plus grand challenge. Il y en a 1232 dans le LHC. Vous les voyez ici dans leur cryostat, je vais revenir dessus. Et c'est des dipôles supra qui font chacun 14 mètres et 35 tonnes. Vous voyez ici le bobinage du supra pour faire dans l'entrefer un champ constant dipolaire. Ouais. Supra, c'est le transparent d'après, j'adore. Merci pour la transition. Alors, pourquoi c'est supraconducteur? Vous savez pas ce que c'est qu'un supra? Jamais vu? En fait, qu'est-ce qui se passe quand je fais passer du courant dans un machin conducteur? Ça, c'est quoi de la chaleur? C'est de la dissipation. Alors, pas de peau, parce que moi, ce que j'essaye, c'est communiquer l'énergie à mes protons, pas chauffer les petits oiseaux, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? En plus de ça, les énergies qu'on met là, en pas supra, on peut juste pas les atteindre. C'est pas la peine. Enfin, je dirais, on crame tout avant d'atteindre ces énergies. Là, c'est plus possible.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un matériau supraconducteur. Supraconducteur, c'est génial. Alors c'est génial, sauf que ceux qu'on connaît le mieux, c'est des supras à froid. Sous une certaine température, qu'on dit température critique, ces matériaux-là ne sont plus résistifs. Yiha, tout ce que je mets dedans, ça circule, il n'y a plus de résistance, du tout. Ça, c'est génial. Toute l'énergie que je mets dedans, tout le courant que je mets dedans, c'est directement du champ magnétique. Alors là, c'est du nobium titane. Il a une température critique de 9,3 K. Sauf que, il se trouve que la propriété du nobium titane, c'est aussi que plus je l'utilise à basse température, plus je peux mettre une intensité de champ énorme. Donc comme nous, on veut les plus grands champs possibles, on l'utilise à 1,9 degrés Kelvin. Alors ça, c'est obtenu grâce à 120 tonnes d'hélium superfluide. Je vous rappelle que ça fait 27 km, d'où les 120 tonnes. Ça donne quoi, ça donne 40 000 tonnes de matos à 1,9 Kelvin, donc pas très loin du zéro absolu. Et plus froid que le fond diffus cosmologique, donc plus froid que l'univers. J'adore dire ça. Alors ce câble en question, vous le voyez là, ça c'est le câble en nobium titane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est fait de filament qui est lui-même composé de brins. Il y a 7600 km de câbles dans le LHC. En filament, ça fait 10 fois la distance Terre-Soleil, plus quelques allers-retours Terre-Lune. Tout ça, évidemment, câblé soigneusement, machin, pour faire un supra le plus parfait possible. On s'est amusé. Et en particulier, il y a des connexions entre tous ces câbles supra. Il y en a plus de 120 000 qui sont faites à la main dans les conditions pour... Parce que par contre, le problème du supra, pour répondre à ta question, c'est que la moindre impureté dedans, il redevient résistif. Et là, c'est catastrophique parce que ça fait des trous. Toute l'énergie se dissipe d'un coup, quoi. C'est l'enfer. On a eu des problèmes. Et puis le dernier truc à faire pour designer un accélérateur, donc là je sais comment je les fais tourner, je sais comment je leur communique de l'énergie. La dernière chose à faire, c'est choisir quelles particules on accélère. Alors, le précédent dans le tunnel, là je vous l'ai dit, c'était le collisionneur électron-positron, donc des leptons, donc des particules qui n'ont pas d'extension spatiale, qui ne sont pas composites, qui sont élémentaires. Super pratique ça, parce que je peux faire des bilans d'énergie-impulsion. C'est ponctuel contre ponctuel, je peux faire parfaitement un bilan d'énergie-impulsion dans ce qui est produit dans ma collision, et donc je peux tout calculer. Au contraire des protons, que je vous ai représentés là, qui sont grosso modo 3 quarks qu'on appelle de valence, mais peu importe, et tout un tas de bazar, c'est la glu, les quarks virtuels, blablabla. Ça, c'est des objets très compliqués. Quand ça se tamponne sur ça à haute énergie, ce qui rentre dans la collision, c'est pas un gros proton contre un gros proton, c'est un bout du proton contre un bout du proton. Le bout en question, qu'on appelle un parton, il emporte une fraction de l'énergie du proton. Laquelle? Donc, quand je fais des collisions de particules composites, je ne peux pas faire de bilan d'énergie. D'accord? Là, je suis un peu embêtée. Parce que je ne sais pas quelle partie avec quelle énergie a tamponné contre quelle partie avec quelle énergie. Donc, il y a des inconvénients et des avantages à chacun. Et je vais vous parler du gros inconvénient de ce qu'on utilisait au LEP. C'est que, comme vous avez entendu parler du rayonnement synchrotron. Ça bouge plus? Non? D'accord. Une particule chargée, quand elle tourne, elle rayonne. Toutes. Particule chargée qui tourne, ça rayonne. Ça rayonne, ça veut dire que ça dissipe de l'énergie. Et moi, encore une fois, l'énergie, je veux l'amener jusqu'à la collision. Au LEP, on en était arrivé à un point hallucinant de tout ce qu'on communiquait aux électrons et aux positrons était perdu par rayonnement synchrotron. On ne pouvait plus les accélérer plus, je veux dire. On pouvait toujours s'amuser à accélérer, à communiquer de l'énergie. Ils les perdaient par rayonnement. Parce que c'est proportionnel en énergie puissance 4 et surtout, c'est proportionnel en 1 sur masse 4. Et l'électron, il est léger. Alors du coup, si on prend une particule lourde, ça rayonne vachement moins. C'est ce qu'on fait avec les protons. Le rayonnement synchrotron, là, c'est plus un problème du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi des protons. Et après, je ne sais pas si je l'ai raconté, là. Non. Et après, le dernier truc, c'est qu'on aurait pu faire proton-antiproton. Pourquoi c'est intéressant de faire proton-antiproton d'un point de vue technologique? Une idée? Parce que comme ils ont des charges opposées, pour les faire tourner dans des sens opposés, j'ai besoin que d'un seul champ magnétique. J'aurais pas eu à me prendre le chou avec deux dipôles collés l'un contre l'autre, deux dipôles de champs opposés. Je vous raconte pas les forces mécaniques qui s'exercent entre les deux tubes à vide, là. C'est juste un enfer total. Mais les antiprotons, c'est super compliqué à produire et c'est instable. Donc en fait, si je veux avoir beaucoup de collisions, je vous rappelle que c'est un des points du cahier des charges, il faut que je prenne des particules qui sont faciles à produire, qui sont stables, donc c'est proton-proton. Le proton, c'est du noyau d'hydrogène, il y en a juste partout. C'est cool. Donc voilà, on a designé notre accélérateur pour qu'il soit qu'il ait le plus d'énergie possible. Maintenant, je vous ai dit qu'on voulait le plus haut taux de collision possible. Alors là, je mets des petites formules, j'aime bien. Le nombre d'événements d'un certain type, d'un certain processus attendu, c'est proportionnel à ce que j'ai appelé la section efficace tout à l'heure, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence de cet événement, fois ce qu'on appelle la luminosité. Et ça, la luminosité, c'est un paramètre du
du collisionneur qui est, grosso modo, le taux de collision attendu, d'accord ? Alors, ce taux de collision, il a cette formule-là, peu importe que vous reteniez tout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça dépend du nombre de paquets dans la machine. Alors, dans le LHC, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était cadencé à 400 MHz. Ça veut dire que j'ai un point où je peux attraper un paquet de protons toutes les 2,5 nanosecondes. Pas de peau, quand on met beaucoup de particules chargées très près d'autres beaucoup de particules chargées, il se passe tout un tas de choses d'un point de vue électromagnétique qui disruptent, je ne sais pas comment on dit en français, qui explosent les faisceaux. D'accord ? L'occupation de charge est trop importante. Donc en fait, ce qu'on fait au LHC, c'est qu'on utilise un endroit potentiel dans la radiofréquence tous les 10. Donc en gros, il y a un paquet tous les 7,5 mètres. D'accord ? Donc ça, c'est le nombre de paquets. C'est le max qu'on peut faire, c'est remplir 1 sur 10. Sinon, il y a des effets faisceau-faisceau assez catastrophiques. Ensuite, N1, N2, c'est le nombre de protons dans chacun des paquets, les paquets du faisceau 1, les paquets du faisceau 2. Ça, on vient d'y répondre. On a choisi d'accélérer des protons contre des protons plutôt que protons-antiprotons pour avoir ces chiffres-là les plus grands. Mais évidemment, le désavantage, c'est qu'on a besoin de 2 tuyaux à vide, 2 tubes à vide. F, c'est un facteur géométrique hyper compliqué. Même moi, je n'ai jamais compris tout ce qu'il y avait dedans. Mais dedans, il y a en particulier l'angle de croisement des faisceaux. Alors, il se trouve que F diminue avec l'angle. Enfin, F est plus petit quand l'angle est plus grand. Donc, on aurait tendance, pour avoir F le plus grand possible, à faire une collision vraiment frontale. Mais là, c'est un compromis qu'on est obligé de trouver parce que quand les deux faisceaux se rencontrent vraiment en frontale, il y a divergences. Enfin, le faisceau a tendance, les dimensions transverses du faisceau ont tendance à exploser et on le maintient moins longtemps dans la machine. Donc on a trouvé un compromis en mettant un petit angle de croisement des faisceaux avant les points de collision. Et puis ça, c'est les dimensions transverses des faisceaux. Et pour ça, on utilise un autre type d'aimant qui est un aimant quadrupolaire, donc 2 pôles nord, 2 pôles sud, et qui a la propriété de focaliser dans un plan et défocaliser dans l'autre. Évidemment, on ne peut pas en utiliser rien qu'un, parce que sinon on focalise dans un plan, puis il y a l'autre plan qui explose. Donc on utilise ce qu'on appelle des triplés, on les met par 3. On fait des combinaisons de quadripôles pour focaliser les faisceaux et avoir les dimensions transverses les plus petites possibles. Du coup, qu'est-ce que ça donne ? Après, donc, on a tout ça, on a la machine. On fait circuler les protons dans l'espace le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'on a envie qu'ils se tamponnent au point de collision contre d'autres protons et pas contre n'importe quelle particule qui traînerait dans le tuyau. Donc on fait un ultravite de 10-13 atmosphères, maintenu sur les 27 km de circonférence. C'est pas mal. Les faisceaux, c'est 2808 paquets de... alors 10-11, c'est pas vrai, ça c'était au démarrage. Maintenant, on est à entre 2 et 3 fois 10 puissance 11 protons. Ils font quelques centimètres de long et 1 mm de large, sauf avant les points de collision où, grâce au quadrupôle, on les focalise et où ils font 16 microns à peu près, en dimension transverse. Alors 16 microns, moi, ça ne me parle pas non plus. C'est du coupage de cheveux en 4. Hein. C'est un quart de cheveux, mais évidemment dans le sens de la section, hein, pas dans la longueur, on s'en fout. Ça fait, et ces protons-là font 11 245 tours par seconde. Alors le jour, j'avais des troisièmes, et puis je me suis amusée à faire le calcul, parce que je ne l'avais pas fait avant. Ça fait 1 milliard de km/h. Dit comme ça, c'est plus parlant, je trouve. Enfin voilà. Donc ça, et dit en langage de physicien qui parle relativité restreinte, c'est ça qu'il faut dire. Ça fait ça de c, de la vitesse de la lumière. Je ne le dis pas, il y a trop de 9, c'est gonflant. Hop. Alors je vous l'ai dit, le LHC, le CERN a été fondé en 54, si je ne me gourre pas. Depuis, et ça a toujours été son corps de métier, c'est de construire les outils pour que les physiciens puissent faire des expériences. Donc il y a des accélérateurs qui sont construits au CERN depuis toujours. Alors certains ont été arrêtés, mais néanmoins, il y a une chaîne entière d'accélérateurs pour arriver au LHC. Le LHC, il ne part pas des protons à 0 GeV. Vous avez entendu parler de l'électronvolt ou je parle chinois là ? Électronvolt, c'est bon ? Bon, giga-électronvolt. On ne part pas de 0 pour arriver à quelques TeV. Lui, il est le dernier étage de la fusée. Les protons sont produits là, ils sont dans un petit LINAC, puis dans un premier circulaire, le booster, puis dans un deuxième circulaire, le SPS, et ils sont injectés en 2 points, là et là, dans l'anneau du LHC. Et en gros, alors... le LHC, il les amène que de 450 GeV à bientôt 6,5 TeV. Il y a 2 points d'injection. Le temps de remplissage de la machine, c'est tout petit, c'est un peu plus de 4 minutes. Et l'accélération finale, donc grâce aux cavités accélératrices, en gros, c'est 20 minutes. Et à partir de ce moment-là, on a des faisceaux qui durent 10 heures. Au bout de 10 heures, on les a trop fait se collisionner, ils n'ont plus les qualités requises, on fait ce qu'on appelle un dump sous terre, on les balance dans un bloc de béton qui est colossal. Et le truc à savoir qui est marrant, c'est qu'il y a tellement d'énergie dans ces faisceaux de protons que c'est audible.
Alors je l'ai plus là, mais à un moment j'avais le fichier, on entend poum. Et c'est nos petits faisceaux de protons qui tamponnent dans le bloc de béton. Voilà, et donc il y a 4 points de croisement pour les collisions. Alors Atlas, la manip est au point 1, celle sur laquelle je travaille. CMS ici, Alice et LHCb, je vais vous en parler. Donc ça a l'air c'est super compliqué, mais ça marche et ça marche super bien. Ça c'était en 2008, je crois, quand les premiers faisceaux ont circulé dans la machine. Alors vous savez que, vous me voyez, les physiciens, on est des gens extraordinairement sérieux. Et ben, n'empêche, quand on a bossé pendant 30 ans sur un truc et que ça marche, ça fait cet effet-là. Alors tout le monde me fait remarquer qu'il y en a une qui fait la tête, mais oui, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas cette jeune fille, mais les autres sont tous extatiques. Donc on a eu les premiers faisceaux, on a même eu une bannière Google, ça m'a fait marrer. Depuis, on est monté en énergie, en luminosité, et on a eu environ, malgré les quantités hallucinantes de collisions qu'on a enregistrées, ça ne fait que 500 bosons de Higgs à la louche pour Atlas et 500 bosons de Higgs pour CMS, d'accord ? C'est vraiment des phénomènes rares qu'on cherchait. Alors on récapitule, je ne sais pas si ça va se lancer tout seul ce machin. Juste pour un petit coup de cinéma et comme ça, ça fait une récré. Ça marche là ? Donc c'est ce que je vous ai raconté. Bouteille d'hydrogène, ça c'est un duoplasmatron. En gros, ça fait un plasma, donc ça éjecte les électrons des atomes d'hydrogène pour garder que les protons. Les protons, ils sont envoyés juste par un champ électrostatique dans un quadrupôle radiofréquence qui commence à les mettre en paquet. Puis ils passent par, on ne voit pas le booster, si, booster, PS, SPS. Ils sont injectés, comme je vous l'ai dit, là, à 100 mètres sous terre, dans chacun des 2 tunnels, dans les 2 sens. Accélérés, donc, en 20 minutes. Et puis, il y a 4 points de collision. Donc, je vous l'ai dit, Atlas, CMS et les généralistes, c'est-à-dire qu'ils font tout un tas de buts de physique, dont le boson de Higgs. LHCb et Alice sont spécialisés. Alice, dans ce qu'on appelle le plasma de quark-gluon. Je laisse ça pour les questions, si ça vous intéresse. Et LHCb, pour un type de particules, qui sont les particules qui contiennent des quarks B. Donc là, vous êtes dans le tunnel, on va un tout petit peu plus lentement que vraiment les protons. Là, il y a une tentative de représentation d'un proton qui va vite, avec ses 3 quarks. Et attention, oulala les yeux, il va les tamponner dans le faisceau d'en face, au cœur d'Atlas, dans sa caverne. Et là, on a des programmes de simulation ou de reconstruction, ça dépend si ça c'est simulé, qui nous font ce qui se passe, et c'est de ça qu'on va parler maintenant, c'est-à-dire c'est bien gentil d'avoir fait des collisions et d'avoir produit des particules, mais maintenant il faut les détecter.